Bonjour à tous. Voilà, tout le monde est bien réinstallé. Donc, après des débats passionnants et passionnés sur l'état de droit et la primauté du droit de l'Union européenne, c'est avec joie que nous nous retrouvons pour la deuxième table ronde, consacrée cette fois-ci à la remise en cause de l'arbitrage d'investissement dans l'espace intra-européen. Table ronde d'ailleurs inscrite dans le cadre de la Paris Arbitration Week qui se déroule en ce moment dans la capitale. Pour cette table ronde, nous avons l'honneur de recevoir à présent M. Mathias Audit, professeur à l'école de droit de la Sorbonne et avocat spécialisé en arbitrage. Jérémy Jourdan-Marquez, professeur à l'Université de Lyon 2 et consultant spécialiste en arbitrage et en procédure civile. Véronica Korom, qui est avocate en arbitrage, professeure à l'ESSEC Business School et présidente de l'Association hongroise d'arbitrage. Monsieur Arnaud de Nanteuil, professeur à l'Université Paris-Est-Créteil, conseil et arbitre. Et enfin, Madame Marianne Keshmar, avocate au barreau de Paris et de New York, arbitre et chargée de cours à l'Université Paris 2. Donc, merci à tous infiniment d'avoir accepté notre invitation. Pour nous éclairer sur les enjeux de ce sujet brûlant d'actualité, Madame Sophie Lemaire nous fera l'honneur d'introduire les débats. Madame la professeure Lemaire est professeure de droit à l'Université Paris-Dauphine, co-directrice du Centre de recherche de droit, vice-présidente à l'Université Paris-Dauphine encore, membre du Comité français de l'arbitrage et directrice de chronique au sein de la Revue de l'arbitrage, mais surtout co-directrice du Master 240 de droit européen et international des affaires, qui organise aujourd'hui ce colloque. Madame la professeure, je vous laisse donc la parole. Ah voilà, c'est bon, il est allumé. C'est bon normalement. Il est allumé. C'est bon. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Un petit mot juste, parce que ce master, on a entendu des débats qui étaient passionnants sur le droit européen. C'est un master de droit européen et international des affaires. C'est un master donc où on s'intéresse à toutes les dimensions de ce droit européen, du droit international, où évidemment on s'intéresse au droit des affaires. L'arbitrage, c'est c'est le mode de règlement de droit commun donc des affaires internationales. Et c'est des questions qui se posent dans le cadre de l'Union européenne aujourd'hui avec une acuité particulière, justement, dans le cadre de l'arbitrage d'investissement. Je voudrais remercier tous mes collègues et amis et qui sont là aujourd'hui, qui vont intervenir et qui vont vous éclairer. Moi, je vais dire vraiment un petit mot très, très rapide sur le sujet. Alors, il y a une crise, on le sait, vous le savez tous certainement, de l'arbitrage d'investissement dans l'Union européenne, qui n'est pas une crise qui date d'aujourd'hui, mais qui s'est intensifiée ces dernières années. Alors, juste quelques dates importantes, à commencer par le fait qu'il n'existe pas de tradition de l'arbitrage d'investissement dans l'Union européenne, pour une raison très simple, c'est que l'arbitrage ne fait pas partie du champ de compétences des institutions européennes, d'abord, et au-delà de ça, pour l'arbitrage d'investissement, je dirais que c'est même un manque d'intérêt au départ, parce qu'il n'y avait pas... Les arbitrages d'investissement sont fondés le plus souvent sur des traités de protection des investissements, et dans un espace de confiance mutuelle, a priori, il n'y avait pas de traité de protection des investissements qui visait à protéger donc des investisseurs étrangers dans les États de l'Union dans lesquels ils investissaient. Donc c'est très récent. Comment les choses ont évolué ? Eh bien, à la faveur des élargissements, on en a parlé tout à l'heure des élargissements. Il y a eu l'élargissement de 2004, puis de 2007, puis de 2013. Et en fait, les traités qui avaient été conclus de protection des investissements, qui avaient été conclus avant ces élargissements entre des États tiers qui rentraient dans l'Union européenne et des anciens membres de l'Union européenne, eh bien, ces traités sont devenus des traités intra-européens. Et là, s'est posé la question, donc, de savoir comment on allait les mettre en œuvre et, le cas échéant, comment on pourrait se fonder, quand on était investisseur originaire d'un État membre de l'Union européenne, sur les offres d'arbitrage qu'il contenait à l'égard d'autres États membres. Il n'y a pas eu d'opportunité immédiate, ou en tout cas de nécessité immédiate de les mettre en œuvre. Mais que s'est-il passé ? Eh bien, la crise financière de 2008. En 2008, il y a une crise financière
qui provoque, qui donne lieu à un certain nombre de remises en question réglementaires, et notamment dans le cadre de l'énergie. Et à ce moment-là, sont lancées des procédures entre donc, investisseurs originaires d'États membres de l'Union européenne et des États qui étaient des États hôtes de leurs investissements. Et voilà comment les choses commencent. Alors, à partir de là, évidemment, il y a un intérêt nouveau pour la matière. La Commission européenne, en 2010, fait une de ses premières déclarations et s'insurge contre le procédé, puisque c'est une façon de confisquer le contentieux intra-européen aux juges nationaux et à la Cour de justice de l'Union européenne. Donc elle se prononce sur le fait que ces procédures sont tout à fait contraires à la construction de l'Union européenne et incompatibles avec le droit de l'Union européenne. Et puis là, elle a des arguments qu'elle va faire valoir pendant des années devant des tribunaux arbitraux qui demeurent sceptiques, qui ne l'entendent pas, et qui continue à laisser prospérer donc ces procédures. On attend donc, là, tout le monde attend, tous les observateurs attendent à cette époque-là que la Cour de justice intervienne enfin, ce qu'elle fera 8 ans plus tard, et c'est la première décision d'une série de décisions de 4, enfin, il y en a un peu plus, mais il y a 4 décisions principales. Une première en 2018, que vous connaissez tous, c'est la décision Achmea, dans lequel la Cour de justice était interrogée sur la compatibilité d'une offre d'arbitrage dans un traité de protection des investissements entre la Slovaquie et les Pays-Bas et le droit de l'Union européenne. Et là, elle a clairement affirmé que cette offre était incompatible avec l'autonomie du droit de l'Union européenne, compte tenu de ce que, en fait, il n'y avait pas de possibilité pour des tribunaux arbitraux en cas de difficulté sur l'interprétation ou l'application du droit de l'Union, d'une règle de l'Union européenne, d'en référer à la Cour de justice, et que par conséquent, ça risquait de remettre en question l'autonomie du droit de l'Union européenne. Et puis, là, on s'est posé tous des questions, tous ceux qui sont assis à cette table et qui vont en parler beaucoup mieux que moi, puisque je suis un peu caricatural à ce stade. Ensuite, on s'est posé la question de savoir ce qui allait se passer. Est-ce que cette décision, elle vaudrait élimination de l'ensemble des offres d'arbitrage des traités de protection des investissements intra-européens? Est-ce que le même sort devait être réservé à une offre d'arbitrage qui figure dans un autre traité, c'est le traité sur la charte de l'énergie, et qui, lui, donc, avait été conclu par l'Union européenne, les États de l'Union avec des États tiers, puisqu'il y a environ, je crois, 57 États qui sont partis au traité sur la charte de l'énergie. Donc, est-ce que cette offre devait être, jugée incompatible de la même manière? Est-ce qu'on devait aller plus loin encore et considérer que les arbitrages CIRDI, donc qui se dérouleraient sous l'égide du Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements à Washington, donc adossé à la Convention de Washington de 65, devraient pâtir du même sort? Est-ce qu'au-delà, il y avait une possibilité de racheter un certain nombre d'arbitrages, c'est-à-dire non pas fondés sur ces offres, mais des arbitrages entre États et investisseurs originaires d'États membres, fondés sur des clauses compromissoires ou des compromis d'arbitrage? Est-ce que si ça demeurait compatible ou est-ce que ça ne l'était pas? Il y avait une possibilité peut-être d'y voir des arbitrages commerciaux au sens du droit de l'Union européenne. Bref, plein de questions. Et puis ces questions, il y a des réponses qui ont été apportées, qui ne sont pas toujours lisibles et pas toujours faciles. Il n'est pas toujours facile d'en cerner les contours dans 3 décisions qui ont été rendues en 2021 et en 2022. Alors 3 décisions que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler. C'est une décision, alors j'ai noté les dates parce que je ne les connais pas par cœur. La première, elle concerne le traité sur la charte de l'énergie. C'est une décision République de Moldavie contre Comstroy, qui date du 2 septembre 2021, qui est une décision dans laquelle la Cour de justice de l'Union européenne déclare très clairement que le même sort sera réservé à l'offre d'arbitrage du traité sur la charte de l'énergie que celui qui avait été acté s'agissant du traité bilatéral entre la Slovaquie
et les Pays-Bas dans l'affaire Achmea, donc que l'offre du traité sur la charte de l'énergie était incompatible. Ensuite, elle a enchaîné avec une décision sur l'arbitrage CIRDI. C'est une décision Commission européenne contre Mikula qui est beaucoup plus récente, qui date du 25 janvier 2022, où là, clairement, elle déclare que l'arbitrage CIRDI n'aura pas un sort qui sera particulier et que là aussi, l'offre est incompatible dès l'instant qu'elle est intégrée dans un traité intra-européen. Alors, chaque fois, il y a toujours cet arbitrage commercial qu'elle sanctuarise et dont elle dit qu'un sort différent doit lui être réservé. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que c'est toutes les clauses compromissoires et tous les compromis d'arbitrage entre États de l'Union européenne et investisseurs originaires d'autres États de l'Union européenne? Là, il y a une question. Et elle a un peu répondu dans une troisième décision, qui est une décision République de Pologne contre PL Holdings, qui date du 26 octobre 2021, où là, il y avait donc, a été abordée la question de l'arbitrage commercial, puisque, alors les faits étaient un peu particuliers, puisque le début de l'arbitrage qui était en cause devant la Cour de justice avait démarré sur le fondement d'une offre d'arbitrage intégrée dans un traité. Et puis, en fait, la Pologne n'avait pas réagi et contesté la validité de cette offre. En réalité, devant le juge de l'annulation, donc une sentence a été rendue qui avait condamné la Pologne. Devant le juge de l'annulation, eh bien, la question s'est posée de savoir si cette absence de contestation ne pouvait pas valoir compromis d'arbitrage implicite, mais de même contenu, en fait, que l'offre qui figurait dans le traité en cause dans cette affaire, qui était un traité Pologne-Luxembourg. Et donc, là, les juges suédois ont interrogé, pour finir, la Cour de justice, qui a déclaré que quand la clause ad hoc d'arbitrage, en fait, reproduit et de contenu identique à celui qui figurait dans un traité incompatible, eh bien, elle l'est aussi. Voilà les termes du débat. C'est un peu caricatural et je vais laisser Jeanne animer ce débat entre les intervenants que je remercie encore bien chaleureusement. Merci beaucoup, Madame la professeure, pour ce propos introductif. Et donc, nous allons maintenant laisser place au débat. Donc, chers intervenants, nous aimerions en premier, comme l'a bien introduit Madame le maire, vous poser la question au sujet des limites de toutes ces décisions de la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que ces incompatibilités, elles concernent l'ensemble des procédures d'arbitrage d'investissement? Est-ce qu'il n'y aurait pas des limites? On parlait par exemple de l'arbitrage commercial. Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres, telles que une clause de droit applicable ou autre limite d'ailleurs? Est-ce que Monsieur Audit, vous voulez commencer? Merci. Merci pour votre question. Merci aussi pour cette invitation. Merci Sophie. Merci aux étudiants de Dauphine. Merci aussi aux étudiants de Paris 1 qui sont venus là. Ils se sont glissés dans la salle. En fait, leur bon accueil quand même. Bien. Alors pour votre question, alors moi ce que je dois dire sur ce point, c'est que l'ensemble de cette construction jurisprudentielle, je ne vais pas porter d'appréciation, disons, de politique jurisprudentielle. C'est un choix qui a été fait, un choix jurisprudentiel qui a été fait par la Cour de justice et qui lui appartient depuis l'arrêt Achmea et en dépit de conclusions qui étaient particulièrement pertinentes, me semble-t-il, mais enfin, voilà, qui n'ont pas été suivies malheureusement. Qui n'ont pas été suivis malheureusement par la Cour. Donc c'est un choix de politique jurisprudentielle et je ne vais pas porter d'appréciation sur ce choix. Si la Cour de justice veut, disons, éradiquer l'arbitrage, au moins d'investissement dans le cadre européen, c'est son choix et après tout, il est sans doute respectable. Bien. En revanche, ce qui me paraît difficile à justifier, c'est la manière dont cette construction s'est opérée et la motivation qui a été retenue. Sur plusieurs points, à vrai dire, et notamment, alors on peut prendre une question qui est celle que vous avez soulevée, c'est-à-dire celle du fait que l'on écarte l'arbitrage commercial, donc l'arbitrage, alors même pas spécialement contractuel, puisque dans PL Holding c'était un arbitrage contractuel, mais l'arbitrage commercial.
Le fondement qui a été retenu dès l'arrêt Achmea et qu'on retrouve dans toutes les décisions suivantes, c'est de dire que finalement, les arbitres seraient susceptibles, disons, de porter atteinte à la compétence exclusive de la Cour de justice pour l'application du droit de l'Union européenne. Et c'est pour cette raison que l'on va écarter ce mécanisme et on ne veut pas leur laisser cette possibilité. Et sur ce point, j'ai deux observations. La première, c'est que dans l'affaire Achmea, effectivement, par un renvoi assez alambiqué, les arbitres pouvaient éventuellement, je ne suis même pas sûr qu'ils l'aient fait du reste, appliquer le droit allemand et donc le droit européen. Éventuellement le droit européen. Mais sauf qu'en réalité, dans les arbitrages d'investissement, vous le savez, en réalité, on n'applique pas, ou très peu, le droit national, on applique le droit international public et le traité qui fonde la compétence du tribunal arbitral. Donc en fait, cet argument, il est déjà assez fragile. Ensuite, dans bien des TBI, il n'y a pas ce renvoi à la loi nationale de l'État défendeur ou à la loi du siège de l'arbitrage. Donc là aussi, en fait, l'argument, il n'est pas transposable en fait, à la plupart des TBI. Et enfin, si l'argument, c'est de dire, finalement, ces arbitres sont susceptibles d'appliquer le droit de l'Union européenne et qu'il faut vérifier qu'ils ne portent pas atteinte ainsi à la compétence exclusive de la Cour de justice, eh bien, en fait, cet argument est tout à fait transposable à l'arbitrage commercial. Et même si la Cour dit expressément qu'elle écarte l'arbitrage commercial, en réalité, c'est un argument qui est tout à fait transposable à cette autre forme d'arbitrage. Et du reste, en fait, l'arbitrage commercial est bien plus susceptible d'appliquer le droit de l'Union européenne que l'arbitrage d'investissement. Donc là, il y a aussi une difficulté. Et la Cour a beau dire que finalement, elle met de côté l'arbitrage commercial, en fait, à mon avis, il y a là un coin qui a été enfoncé dans l'arbitrage commercial. Si vous prenez par exemple le paragraphe 45 de la décision PL Holdings, où on dit un tel accord est susceptible d'exclure que ces litiges soient tranchés d'une manière garantissant la pleine efficacité du droit de l'Union européenne, en réalité, ce motif, on a beau affirmer, la Cour a beau affirmer qu'on laisse de côté l'arbitrage commercial, ce motif, il est tout à fait transposable à une procédure arbitrale commerciale. Il est également transposable d'ailleurs à l'effet d'un jugement étranger sur le sol d'un État de l'Union européenne. Il y a des jugements étrangers et d'États tiers qui sont susceptibles d'appliquer le droit de l'Union européenne et qui, de ce fait, pourraient porter atteinte aussi à cette compétence exclusive. Donc ce que je voulais dire là, c'est que je trouve que le fondement qui a été retenu, finalement, il prouve trop. C'est-à-dire qu'il va bien au-delà de l'arbitrage d'investissement. On pourrait même d'ailleurs aussi le transposer à l'arbitrage entre les États membres de l'Union européenne et les États tiers sur le fondement notamment des accords de libre-échange, notamment le CETA par exemple, ou l'accord avec Singapour ou avec le Vietnam. Voilà ce que je pouvais dire. Je crois que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Non, merci beaucoup. Est-ce que Maître Coram, vous voulez réagir ? D'accord, avec grand plaisir. Moi aussi, je remercie sincèrement les étudiants pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être de retour à Dauphine, où j'étais enseignante en Legal Strategy auprès de vos collègues en économie, et qui m'a aussi permis de rencontrer le professeur Lemaire qui publiait à l'époque des super articles sur l'affaire Micula, sur lequel je suis intervenue pendant presque 10 ans, aussi bien que plein d'autres affaires, sous le TBI, sous des TBI intra-EU ou sous la charte de l'énergie, côté investisseur et côté État. Donc gardez ça en tête quand vous m'écoutez, si je peux vous le dire. Et de manière générale, gardez toujours en tête le background de vos interlocuteurs. Peut-être avant de faire une revue, et peut-être je ne ferai pas une revue tout aussi pointue des arrêts, parce que les choses importantes ont été parfaitement dites. Voilà. Permettez-moi de revenir. Permettez-moi de revenir sur des points que j'ai notés tout à l'heure pendant l'intervention du professeur Vattelet, qui nous a dit qu'il y a certains juges en Europe, surtout les juges suprêmes des États membres, qui sont jaloux qu'il puisse y avoir des juges encore plus suprêmes qu'eux-mêmes au Luxembourg, et qu'il y a un problème de pouvoir entre les juges nationaux et les juges européens. Et que c'est vraiment pas bien que des juges polonais, hongrois ou
peut-être même allemands, comprennent pas leur place. Voilà. J'ai envie de dire que c'est une interprétation tout à fait personnelle, mais j'ai l'impression, et c'est ça qui est dommage parce que je vous rejoins, on n'est pas ici pour dire que ce que dit la Cour est bonne ou pas mauvaise, et elle est dans son droit d'interpréter les traités comme elle le souhaite, mais c'est quand même dommage qu'on ait quand même l'impression d'être dans une situation un peu similaire entre les juges de la Cour de justice, qui sont suprêmes, et des arbitres qui sont peut-être tout aussi suprêmes ou plus suprêmes, ou on ne sait pas, mais en tout cas, il y a le même débat, la même compétition quelque part entre les juges pour le dernier mot. C'est qui a le dernier mot et qu'est-ce que ce dernier mot veut dire. Et je pense que c'est cette problématique-là qui explique pourquoi on a eu 4 arrêts sur à peu près la même question quand même. Ok, des traités différents, mais soyons honnêtes, la même question. Et on ne sait toujours pas. On ne sait toujours pas où on en est. Il n'y a toujours pas, ou il y a assez peu de clarté. Et je pense que voilà, ça s'explique comme ça. Et donc, juste quelques points. Donc, pour moi, c'est ce background politique qui fait que malheureusement, la Cour a été contrainte ou elle a choisi de céder sur le plan de son raisonnement juridique qui n'est pas du tout convaincant, qui, pour certains, ne tient pas la route. Dans plusieurs de ces arrêts, qui traduit au mieux une manque de connaissance ou de compréhension de ce que c'est les traités internationaux et peut-être l'arbitrage international. Pour le pire, ça traduit autre chose. Et on dirait vraiment que c'est une volonté politique et une guerre politique qui se passe sur cette scène, dont évidemment, et encore, c'est les investisseurs qui ont payé les frais. Pour vous donner un exemple, et je pense que je ne vais pas être trop lentement parce que je suis désolée, je ne suis pas francophone, donc je ne suis pas tout aussi éloquente que ce que je souhaiterais être. Mais vous prenez l'affaire Comstroy. Si vous produisez des analyses juridiques, je pense, dans vos examens à Dauphine, je ne suis pas certaine que celles que la Cour a faites soient pour répondre à des questions qui lui ont jamais été posées, soit pour... pardon ? Oui, soit pour interpréter une notion dans un traité, oui, je ne sais pas. Je laisse juger. D'accord, d'accord, merci, on se rejoint sur ça. Et puis aussi le choix de choisir vraiment une affaire où aucune question sur la primauté de quoi que ce soit n'a été posée, entre deux parties qui n'ont absolument rien à voir avec l'Union européenne, sachant qu'au même moment, il y a quand même une demande pour une opinion posée par la Belgique qui est devant la Cour sur la question de l'applicabilité de la charte de l'énergie entre investisseurs européens et européens, qu'il y a une demande préjudicielle, certes un peu tardive, mais quand même envoyée par les Suédois. Très dommage que là encore, des considérations politiques, c'est moi qui ai le dernier mot, et dès que je pense que j'ai une opportunité malvenue et pas du tout appropriée, mais quand même pour me prononcer dans ce sens, je vais le faire. Et pour conclure, je pense que c'est cette manque de clarté du raisonnement, raisonnement ou logique un peu malheureuse ou juridiquement douteuse, je ne sais pas comment on le dit, qui explique aussi pourquoi personne n'a suivi, ou on a mis quand même très très longtemps à suivre, à vouloir accepter ce que la Cour a décidé. Et elle est dans son droit de le décider. On sait très bien que... tout jugement doit être raisonné pour que tout le monde, surtout la partie perdante, comprenne que ces arguments ont été bien pris en compte et pour qu'elle comprenne pourquoi ces arguments n'ont pas été retenus. Et donc, ce qu'on voit, ce qu'on a vu avec Armea et la nécessité pour les États membres de poser un traité pour dénoncer les traités intra-EU, on voit aussi avec Comstroy, où, très bien, arrêt de septembre, les investisseurs continuent à poser... introduire des requêtes d'arbitrage investisseurs européens contre des États européens. Les tribunaux arbitraux font comme si de ne rien n'était, exactement la même chose que chez Armea, parce qu'on trouve que les arrêts de la Cour sont tellement faibles que ça ne tient pas la route. Peut-être ça tient la route devant la Cour de justice de l'Union européenne, mais peut-être pas ailleurs. Et sincèrement, je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que voilà, ça pose beaucoup d'incertitudes. Et aussi, ça pose beaucoup de problèmes, si j'ose dire, à l'autorité de la Cour même, surtout sur les questions problématiques, politiques, sensitives et importantes. It undermines the authority and legitimacy. Merci.
Merci beaucoup. Et du coup, est-ce que Monsieur de Nanteuil, vous voulez réagir à ce qui a été dit? Je voudrais juste, merci, mais vraiment très très rapidement. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je crois qu'il ne s'agit pas de faire la peau de la Cour de justice non plus. Et je souscris vraiment en tout point à ce qu'ont dit les deux précédents orateurs, et notamment Mathias Audy disait la Cour a ses raisons, elles sont légitimes. Je pense qu'il faut, dans la logique de la Cour de justice, ça se comprend, dans la logique de système, dans la logique de droit européen, on comprend qu'un système de cette nature-là puisse être un peu dérangeant, même si moi je regrette vivement que n'ait pas ouvert le renvoi préjudiciel au tribunal arbitral, ce qui aurait été une solution. Mais c'est un autre problème. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est la question du droit applicable. C'est vrai que ce raisonnement-là, sur le droit applicable, il est d'une faiblesse inouïe. Et la question avait un tel enjeu on a l'impression que la Cour passe un peu à côté. Et j'en veux pour preuve la manière dont la Cour a quand même réussi à sauver le CETA dans cette jurisprudence-là. Moi, je me demandais vraiment comment elle arriverait. Elle a réussi. Le CETA, c'est l'accord de libre-échange Union européenne-Canada, qui met en place un système qui n'est pas de l'arbitrage, mais qui s'en inspire quand même assez largement, avec les mêmes enjeux de droit applicable. Sauf que la question a été posée à la Cour, elle raisonne sur le droit applicable, il dit oui, mais dans le CETA, le tribunal n'applique que le CETA, donc il n'y a pas de problème. Et donc, elle arrive à enfermer ici le tribunal CETA dans l'application du traité, alors que sur le fondement d'un TBI, on va chercher le droit interne qui peut impliquer des éléments de droit européen, qui donc peut poser des problèmes. Et en plus, ce que tu disais, Mathias, c'est vrai que c'est très très lointain, parce que moi, ce que j'adore dans ACMEA, c'est qu'elle commence par dire dans le traité, il est prévu que le tribunal arbitral peut tenir compte du droit interne. Paragraphe d'en dessous, donc le tribunal arbitral peut interpréter ou appliquer le droit de l'Union européenne. C'est là que moi je ne mets pas la moyenne. Parce que tenir compte et appliquer, il y a quand même une nuance qui, à mon avis, aurait mérité un peu d'approfondissement. Mais encore une fois, le raisonnement peut se comprendre, parce qu'il peut y avoir des questions qui relèvent du droit interne et donc qui vont être appliquées par le tribunal arbitral. Mais dans le CETA, même si le traité nous dit le tribunal n'appliquera que le traité, dans le traité CETA, on nous dit effectivement il faut qu'il applique les dispositions du traité. Mais il aura nécessairement à aller chercher le droit interne pour déterminer la nationalité de l'investisseur, pour déterminer la légalité interne de l'investissement. Il y a aujourd'hui un principe fondamental rappelé par le CETA qui nous dit qu'à droit à la protection du droit international, l'investissement réalisé conformément au droit interne. Donc si j'ai un investissement canadien en France qui ne respecte pas une directive européenne sur la protection des oiseaux, le tribunal arbitral ou le tribunal CETA sera saisi de la question. La France va contester en disant il est illégal cet investissement, il n'a pas droit à la protection du traité. Le tribunal va dire il faut que j'applique la directive sur la protection des oiseaux. Il me semble que c'est plus que tenir compte ici du droit européen. Donc je veux dire, il y a aussi, c'est vraiment pour mettre un peu en avant le fait qu'il y a une logique de la Cour qui est interne, qui peut se comprendre, mais qui en fait dans ce cas-là, il aurait fallu l'appliquer partout, quoi. On a quand même un peu un sentiment de deux poids deux mesures qui est assez frappant et qui me gêne énormément, même si encore une fois, je veux pas, enfin là, il faut pas caricaturer les choses. La Cour a ses raisons, c'est compte tenu du rôle qu'elle a joué dans la construction européenne, je peux tout à fait le comprendre. Mais c'est aussi la difficulté, c'est que le juge, il a sa politique jurisprudentielle. Ensuite, c'est exactement ce qui vient d'être dit. C'est un problème de crédibilité derrière et du coup d'adhésion. Et c'est pour ça que les tribunaux arbitraux, de leur côté, se sont enfoncés dans la persistance à dire mais nous, on applique le droit international, le droit européen, c'est du droit interne, et donc ça n'aura jamais aucun impact. Et donc, un peu fermer la voie au dialogue. D'accord, merci beaucoup. Et du coup, justement, pour rester sur la portée des décisions, mais plus d'un point de vue pratique, est-ce que vous pensez que, du coup, cette incompatibilité pourrait amener à l'annulation de toutes les sentences arbitrales qui avaient été rendues sur le fondement des offres d'arbitrage qui ont été déclarées incompatibles? Est-ce que Maître Keshmar, vous voulez répondre à cette question? Donc, moi, je voudrais apporter plutôt, enfin, je voudrais avoir une approche plus pratique de cette question, donc de la portée de ces arrêts de la Cour de justice, parce qu'en fait, nous avons récemment eu un recours en annulation que nous avons plaidé il y a 3 semaines, et même si nous n'avons pas encore la décision de la Cour d'appel, je pense que c'est très intéressant de voir comment ces questions se posent effectivement devant le juge de l'annulation en France. Donc on avait en fait une sentence partielle sur la compétence au terme de laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent malgré donc les arguments de la Pologne concernant l'incompétence du tribunal en application donc du droit européen.
Et en fait, il y avait tout un débat après les audiences, parce qu'en fait, l'arrêt Armea est tombé, donc après les audiences. Donc malgré tout ça, le tribunal s'est reconnu compétent et évidemment la Pologne a fait un recours en annulation devant la Cour d'appel de Paris, puisque le siège était à Paris contre cette sentence et a demandé donc l'annulation de la sentence au motif que le tribunal arbitral se serait déclaré compétent à tort. Et la reconnaissance et l'exécution donc de cette sentence partielle serait contraire à l'ordre public international français. Alors l'argument simple, pour ne pas dire un peu simpliste, mais là bon, je fais l'avocat de la Pologne, était que bon, à partir de l'arrêt Armea, tous les arbitrages fondés sur les TBI intra-européens sont incompatibles avec le droit européen et donc voilà, s'annule, c'est plus possible, il n'y a plus d'arbitrage investissement du tout. Alors, je pense que notre cas est vraiment intéressant parce que c'est un cas de figure qui n'a jamais été présenté à la Cour de justice, et la Cour de justice, en réalité, ne s'est jamais prononcée sur ce cas de figure. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, en fait, on parle des investisseurs autrichiens et donc, qui ont fait un investissement en Pologne. Et donc, il y a eu un problème, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, les investisseurs ont déposé une requête d'arbitrage sur le fondement de l'article 8 du traité Autriche-Pologne, donc classique. Et donc, en fait, il y a eu un premier échange, donc demande-réponse, et la constitution et le tribunal arbitral a été constitué. Et très rapidement après, la Pologne, d'ailleurs, c'était à l'initiative donc de la Pologne, les parties ont commencé à négocier en fait un nouveau cadre pour leur arbitrage, parce qu'en fait, les parties ont considéré que l'article 8 de ce TBI n'était pas clair du tout. Et donc, du coup, en fait, ils préféraient avoir un cadre nouveau. Et justement, ils voulaient en fait que, comme ils utilisaient le terme self-contained, donc quelque chose complètement autonome, qui se suffit à elle-même. Et donc, du coup, le tribunal n'aura plus besoin donc, de se référer à quoi que ce soit d'autre. Et donc, du coup, il y a eu un échange qui a duré pendant 6 mois. Et il y a eu un accord, si on veut, d'arbitrage individuel qui a été homologué par le tribunal arbitral. Et aussi, le tribunal a constaté donc l'existence de cet accord et l'a inclus en réalité dans sa sentence, puisque le tribunal dit bien que en fait, cet arbitrage également se déroule sur la base de cet accord individuel des parties qui modifie substantiellement l'article 8 du TBI. Donc du coup, évidemment, la question qui s'est posée une fois en fait qu'on arrive à établir qu'on a un accord d'arbitrage individuel, ou en tout cas on espère qu'on arrive à établir qu'on a un accord d'arbitrage individuel, la question qui se pose, est-ce qu'on tombe sous la coupe donc, de l'interdiction, de l'incompatibilité de la jurisprudence européenne? Alors, qu'est-ce que nous dit la jurisprudence européenne? Et je ne vais pas rentrer puisqu'on en a déjà parlé, mais en tout cas, clairement, l'arrêt Armea, la Cour de justice fait une distinction entre ce qu'elle appelle arbitrage commercial et arbitrage d'investissement. Alors, qu'est-ce que c'est un arbitrage commercial? Alors, la Cour ne s'explique pas beaucoup, mais elle dit, voilà, l'arbitrage commercial a pour source l'autonomie de la volonté des parties. Très bien, et donc du coup un arbitrage d'investissement est basé sur un traité, donc ne procède pas d'un véritable consentement. Donc en réalité, ce qu'on comprend, c'est que l'arbitrage commercial, c'est un échange de consentement, à un moment donné, en tout cas un échange de consentement entre les parties concernées par le litige. Vient l'arrêt Comstroy. L'arrêt Comstroy, en réalité, confirme l'arrêt Armea, dit effectivement il y a cette distinction arbitrage commercial et investissement, mais quand on regarde, en fait, là, la Cour s'est saisie donc d'office de cette question et finalement a limité son intervention parce qu'elle aurait très bien pu dire, mais en fait, toutes les procédures qui figurent à l'article 26 donc, du traité sur la charte de l'énergie sont incompatibles. Mais la Cour ne fait pas ça. La Cour dit, moi, je regarde que l'article 26, je pense que c'est paragraphe 2C, et par exemple, elle ne statue pas du tout
sur, par exemple, l'article 26, paragraphe 2b, qui concerne justement les conventions d'arbitrage individuelles. Donc, c'est encore plus spécifique. En tout cas, on a l'impression que l'intention de la Cour, c'est réellement, en fait, sauver, si on veut, les arbitrages qui sont fondés sur l'échange, donc sur l'autonomie de la volonté des parties. Et vient l'arrêt donc de PL Holdings, et c'est pour ça que j'ai expliqué un peu au début ce qui s'est passé dans notre cas, parce que justement, on n'a pas concerné l'arrêt PL Holdings. L'arrêt PL Holdings dit en fait qu'en fait une clause, en fait, je pense qu'ils utilisent le terme clause d'arbitrage ad hoc. En fait, cette clause ad hoc est incompatible donc avec le droit de l'Union européenne, mais la Cour ajoute, et je pense que c'est quand même très intéressant, attention, ma décision, mon interprétation ou l'incompatibilité ne concerne que les clauses qui ont été conclues, si on veut conclure, dans les mêmes circonstances que les circonstances de PL Holdings. Alors, quelles étaient les circonstances? Parce que c'était un cas assez particulier. En fait, dans PL Holdings, le juge suédois a considéré que puisque la Pologne n'a soulevé que très tardivement en fait, l'incompétence du tribunal, très tardivement, c'était 10 mois après la requête, l'incompétence du tribunal, en application du droit européen, il y a eu un accord d'arbitrage. En fait, il y a un accord implicite, mais nécessaire, donc d'un accord d'arbitrage entre la Pologne et l'investisseur. Donc, on voit bien en fait qu'on parle ici d'un accord d'arbitrage tacite, dont le contenu était par définition le même que le contenu de l'offre d'arbitrage insérée dans le TBI en cause. Donc évidemment, ça nous laisse en fait un espace pour tout le reste, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a en fait un accord d'arbitrage négocié entre les parties dont le contenu est différent que celui de l'offre d'arbitrage dans le TBI, ce qui était notre cas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de la Cour d'appel de Paris? Non. Okay. C'est juste parce que... Vous êtes filmé là. Hein. Bon, alors, voilà. Non, c'est parce qu'en fait, il y avait une petite particularité. Parce que, bon, voilà. Donc, du coup, je ne vais pas être complètement sincère. Mais en tout cas, voilà, il y a clairement un espace. En fait, ouais, la décision va être rendue le 19 avril. Donc, clairement, oui, il y a un espace. Et donc, la question se pose, qu'est-ce qui se passe avec tous ces cas de figure? Et je ne veux pas monopoliser la parole, mais il y avait une question aussi très intéressante, au cas où, puisqu'en fait, je rappelle que la Cour de justice disait dans PL Holdings que c'est bien le juge en fait, de contrôle, donc le juge ici français, qui va déterminer s'il y a un compromis d'arbitrage ou non. Donc là, ça appartient au juge, mais si jamais la Cour d'appel de Paris considère qu'il n'y a pas eu de convention d'arbitrage individuelle, ce qui, je pense, est difficile, dans notre cas, la question se pose, mais qu'est-ce qui se passe alors avec le traité? Parce que nous avons le TBI Autriche-Pologne. On sait que l'Autriche n'a pas signé l'accord qui porte extinction donc, de tous les traités intra-européens. Donc, du coup, c'est un TBI qui s'applique et qui reste applicable. Donc, du coup, effectivement, la question se pose aussi, est-ce que c'est vrai que l'arrêt Achmea, en fait, met un terme à tous ces TBI? Moi, ma réponse, c'est clairement non, puisqu'en fait, si c'était le cas, alors pourquoi il y avait besoin, pourquoi il y avait besoin de cet accord qui porte extinction de tous les traités bilatéraux? Donc, en fait, cette nécessité donc, de conclure cet accord, pour moi, prouve en fait qu'il faut aller au-delà donc, de la jurisprudence européenne et que l'arrêt Achmea ne se suffit pas. Et d'ailleurs, ce que confirme en plus, c'est qu'il y a, je pense, il reste l'Autriche et la Suède qui n'a pas signé cet accord. Et là, en fait, il y a un recours qui est engagé, je pense, contre ces États-là. Donc, c'est que c'est important que l'accord soit signé. Donc, pour moi, en tout cas, clairement, la réponse, c'est que l'arrêt Achmea ne suffit pas pour mettre un terme à tous les TBI intra-européens. Désolée d'avoir été un peu long.
Et ben, du coup, avant qu'on parle justement de la suppression des TBI plus en détail et de la protection substantielle des investissements, est-ce que M. Jourdan-Marquez, vous voulez réagir sur les recours en annulation ? Merci, bonjour à tous, et je voulais commencer par remercier les organisateurs et les féliciter aussi, si vous me permettez une petite remarque, d'avoir lié ces deux tables rondes, parce qu'en fait je pense que en écoutant la première table ronde, j'ai été frappé, et notamment, et c'est presque déloyal ce que je vais faire, mais en écoutant le discours de monsieur le ministre et avocat général Wathelet, j'ai trouvé que ce qui était dit était particulièrement vrai au niveau de l'arbitrage d'investissement. J'ai noté, c'est déloyal, quelques formules, mais quand il était dit que ce qui ne va pas, ce qui est contraire à ce que je veux, ce que j'aime pas, eh bien je le fais disparaître, je fais du cherry picking, quand ça me plaît pas, je respecte pas, etc. Toutes ces formules-là, bah, en fait, c'est ce que fait la Cour de justice avec l'arbitrage, et je suis tout à fait d'accord avec l'idée que on peut dire que l'arbitrage au sein de l'Union européenne, il faut le faire disparaître, j'ai aucune difficulté avec ça. Mais par exemple, quand on regarde Comstroy, ce qui est quand même remarquable, c'est que l'Union européenne, elle est partie au TCE, et ça fait toute la différence. Et quand elle est en train de nous dire, pour un traité auquel elle est partie, sur lequel elle s'est engagée, qu'en fait, non, cette petite article 26, là, il est vachement embêtant, et donc, on va le rayer, elle fait du cherry picking. Donc c'est assez remarquable de voir la Cour de justice reprocher à la Pologne de faire du cherry picking et le faire elle-même sur ses engagements internationaux. Et c'est encore plus délicieux, et je trouve qu'en cela, et c'est pour ça que votre table ronde, les deux tables rondes sont fabuleuses, c'est que ça arrive à un moment, c'est le pire moment en fait pour l'Union européenne de combattre l'arbitrage, parce qu'en même temps elle combat la Pologne. Et il y a deux choses extraordinaires dans les affaires, c'est que quand on regarde l'affaire PL Holding, c'est PL Holding contre Pologne. Et ça pose aucun souci à la Cour de justice de dire aux investisseurs, écoutez, la convention d'arbitrage avec laquelle vous pouvez bénéficier, elle n'est pas valable, et du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez devant les juridictions polonaises. Mais pendant ce temps-là, la Cour de justice, elle dit, les juridictions polonaises ne sont pas indépendantes et impartiales. Donc la Pologne ne respecte pas l'état de droit. Et donc la Cour de justice est en train de renvoyer les investisseurs devant une juridiction dont elle dit elle-même qu'elle ne respecte pas l'état de droit. Donc moi je trouve ça absolument extraordinaire. Mais c'est pas là où ça s'arrête le plus extraordinaire, c'est que dans les recours en annulation, que fait la Pologne ? L'affaire Strabag, la Pologne dit mais attention, il y a le droit de l'Union européenne, moi je me prévaux du droit de l'Union européenne pour dire que en fait mon engagement à recourir à l'arbitrage il n'est pas valable. Donc on est dans quelque chose de complètement schizophrène finalement, où la Cour de justice reproche à la Pologne qu'elle est en train de faire elle-même, et où la Pologne fait chez elle l'inverse de ce qu'elle fait devant les juridictions françaises, c'est-à-dire se prévaloir de l'Union européenne d'un côté et finalement ne pas vouloir l'appliquer de l'autre. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui je trouve est remarquable, et en ça la Cour de justice elle mène deux combats à mon avis qui sont complètement incompatibles et qui nuisent grandement à sa crédibilité, et vraiment je suis en tout point ce qui a été dit à ce niveau-là. Et du coup j'ai oublié votre question. C'était sur poursuivre ce qu'avait dit Maître Cachemar sur les recours en annulation. Ouais, alors il y a deux questions. Il y a effectivement la question de savoir si Achmea a tout tranché déjà, et puis les suites, Achmea, PL Holding, etc. Tout a été tranché. Maître Kexmar, évidemment, est convaincu que ce n'est pas le cas. Je le suis aussi, hein, évidemment. Il y a beaucoup de questions encore qui se posent en réalité, et en réalité, on se les pose parce qu'on ne connaît pas les fondements exacts de ce que veut la Cour de justice. Parce que si c'était, comme a été dit par Mathias Audit et mes autres camarades de la table, si c'était uniquement une question d'interprétation du droit européen, la solution serait claire, et dès qu'on est en dehors du droit de l'Union européenne, on aurait le droit à l'arbitrage d'investissement. Mais on sent très bien que c'est pas ça. Alors on recherche les fondements. Est-ce que ça pourrait être la confiance mutuelle qu'on voit parfois dans les arrêts ? Ça pourrait s'expliquer, mais dans ce cas-là, si c'est la confiance mutuelle qui justifie de mettre à l'écart l'arbitrage, on va le mettre à l'écart dans plein d'autres cas, notamment l'arbitrage de droit public classique, hein, qui est quand même à peu près valable, même si on a des jurisprudences un peu particulières en France, et puis aussi l'arbitrage commercial, donc ça va aussi le remettre en cause. Donc en fait, on se pose systématiquement la question de savoir quel est le fondement réel de ces décisions-là, et c'est pour ça qu'on ne sait pas encore exactement où on en est. Et il y a une autre question qui se pose au niveau des recours en annulation, et Marianne le sait parfaitement, et qu'il va falloir se poser à un moment donné, c'est la compatibilité de ces solutions avec la Convention européenne des droits de l'homme. Parce qu'il y a quand même deux droits qui sont garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Premièrement, le droit à l'accès à un juge,
Et là, on est en train de priver les investisseurs de ce droit d'accès injuste, d'autant plus quand on les renvoie devant les juridictions polonaises. Comment est-ce qu'on peut soutenir qu'il y a un droit d'accès injuste qui est préservé si on renvoie devant des juridictions dont on dit nous-mêmes qu'elles ne sont pas indépendantes et impartiales? Et il n'y a pas que la Cour de justice qui le dit, il y a aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, on est vraiment sur le même angle. Et puis, il y a aussi le droit à l'exécution des décisions de justice. Et là, je pense particulièrement à l'affaire Mikula. Comment est-ce qu'on peut avoir des solutions comme dans l'affaire Mikula qui sont compatibles avec le droit à l'exécution des décisions de justice, qui est encore une fois reconnu par l'article 6 paragraphe 1. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir vraiment que la Cour européenne des droits de l'homme soit saisie. Et je ne rêve que du moment où elle pourra rendre sa décision. Alors peut-être qu'elle ira dans le sens de la Cour de justice, mais peut-être, et elle aussi, elle est totalement libre, elle pourrait aller dans un sens différent parce qu'elle protège elle aussi les droits qui sont prévus par sa convention. Et alors là, je pense qu'on aura une situation qui deviendra éminemment complexe. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et merci à tous pour vos réponses. Et du coup, maintenant, j'aimerais bien vous poser la question en termes de garantie substantielle, puisque bon, vous n'êtes pas tous d'accord, mais il y a eu un accord portant extinction des traités bilatéraux d'investissement qui a été signé en 2020, ce qui laisse à penser que les TBI ont vocation à disparaître dans l'espace intra-européen. Donc, est-ce qu'ils ont vocation à disparaître totalement, premièrement? Et ensuite, si oui, est-ce que le droit européen des investissements peut pallier et remplacer ces TBI intra-européens? Et Monsieur de Nanteuil, si vous voulez commencer. Alors, vous me demandez d'inaugurer un sujet, c'est beaucoup plus délicat. Je dis juste un tout petit mot sur l'annulation, dans le prolongement de ce qui a été dit. C'est aussi cet argument utiliser Achmea au soutien d'un recours en annulation, c'est quand même donner beaucoup d'importance à la jurisprudence, quoi. Parce que c'est comme si Achmea avait changé l'état du droit. Or, si on suit vraiment Achmea, il y aurait une incompatibilité depuis le début. Une incompatibilité, elle est rétroactive. Ça veut dire qu'en réalité, soit il y avait les TBI n'ont jamais eu d'effet dans l'ordre juridique européen, soit ils ont de l'effet jusqu'à ce qu'ils soient dénoncés. Enfin, là, il y a une question de droit international qui est un peu fondamentale. Donc, je ne vois pas comment l'argument peut prospérer tant que le TBI n'a pas été dénoncé. Parce que juridiquement, le TBI, tant qu'il est en vigueur, la Cour a beau dire ce qu'elle dit dans l'ordre juridique international. Donc, moi, je ne sais pas de quel côté vous êtes et je ne sais pas si la Cour d'appel nous regarde, mais voilà, c'est juste une réflexion rapide. Sur la question substantielle, ça aussi c'est amusant. C'est un peu comme ce que disait Jérémy Jourdan-Marquez sur cette espèce de schizophrénie européenne. La Commission européenne a défendu pendant 10 ans le fait que le droit européen était largement suffisant pour protéger les investissements, qu'il n'y avait aucun problème et que si les investisseurs voulaient utiliser la libre circulation des capitaux et liberté d'établissement, c'était parfait. Et parallèlement, le jour où on a commencé à engager la discussion pour le traité de dénonciation du 5 mai 2020, là, à se débarrasser des TBI, parallèlement, le Conseil a engagé une consultation sur la mise en place d'un futur cadre européen de protection des investissements internes à l'Europe. Donc, c'est-à-dire il y a un aveu aussi du fait que si on se débarrasse des TBI, il faut remplacer par autre chose. Donc il y a quand même un aveu de ce que il y a probablement quelque chose qui manque, même si le décalage n'est pas forcément fondamental, mais par exemple, il y a une des protections qui figurait dans les traités d'investissement, qui ne figure pas toujours comme telle dans le droit européen, c'est la protection contre l'expropriation. Et c'est beaucoup ça en fait que les investisseurs vont chercher, c'est une protection contre l'expropriation et surtout une garantie d'indemnisation. Parce que ce qu'apportent surtout les TBI, c'est des traités économiques, c'est la garantie d'une indemnisation avec la prise en compte de l'ensemble du plan d'investissement, etc. Et donc, si l'investissement a été réalisé avec la perspective de 90 ans de retour sur investissement, on ne va pas forcément prendre tout en compte, mais en tout cas, on va en tenir compte. Et donc, lorsque vous êtes exproprié au bout de 30 ans et que vous aviez investi pour 90 ans, vous allez être indemnisé à la hauteur de ce que vous pensiez pouvoir recevoir. Alors que s'il y a une simple rupture de la libre circulation des capitaux, par exemple, il n'y aura pas du tout cette indemnisation. Et donc je pense que l'enjeu, il est à la fois dans certaines règles substantielles qui ne figurent pas dans le droit européen, même si c'est vrai que pour l'essentiel, sur la prévisibilité du droit, les attentes légitimes, l'arbitraire, la transparence, bon, il me semble quand même que dans les traités, dans la Charte des droits fondamentaux, etc., il y a des outils. Il ne s'agit pas de dire que c'est une zone de non-droit, loin de là. Mais il y a quelques éléments qui manquent, et je pense notamment à l'expropriation. Et encore une fois, l'expropriation, c'est l'une des deux protections. Dans les TBI, on va chercher deux choses, l'expropriation, le traitement juste et équitable. Et donc, il y a des aspects du traitement juste et équitable qui figurent dans le droit positif européen, mais sur l'expropriation, il y a un manque. Et je pense qu'il y a aussi
pour les investisseurs, encore une fois, le problème de l'indemnisation. Et là, j'en veux pour preuve, même c'est au-delà du droit européen, mais je crois que c'est important. C'est vrai aussi du droit interne. Dans une affaire, il y a actuellement une affaire contre la France dans l'affaire de la Montagne d'Or, donc un non-renouvellement de permis minier en Guyane. Les investisseurs, alors ce sont des investisseurs russes, bon, pas de chance, donc là de toute façon ils ne peuvent plus payer, donc l'affaire est un peu en stand-by, mais ils ont saisi un tribunal arbitral. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Ils sont allés voir le juge administratif, bien sûr, ils l'ont fait, ils sont allés devant le tribunal administratif, devant la cour administrative d'appel, ils ont fait une QPC devant le Conseil constitutionnel. Ils ont gagné partout. Mais ils ont gagné partout, mais ils ont gagné des belles décisions qui leur disent effectivement, vous avez raison, la décision est illégale. Bon. Mais n'empêche que leur mine d'or, ils ne peuvent pas l'exploiter. Et donc, derrière ça, ils ont fait un arbitrage. Et qu'est-ce qu'ils cherchent dans l'arbitrage? Ils cherchent uniquement une indemnisation. Et je crois que le décalage, et on pourrait dire la même chose du droit européen dans une moindre mesure, c'est que l'arbitrage a été pensé vraiment dans une logique de protection de l'investissement et pas uniquement dans une logique de protection de la légalité. Et je pense que c'est ça qui manque, et c'est pour ça que l'Union européenne en est probablement très consciente, et je trouve intéressant le fait que parallèlement à la dénonciation, on ait lancé ce projet, et que l'Union européenne elle-même envisage de mettre en place un cadre propre de protection des investissements internes. Est-ce que Monsieur Audy, vous voulez rebondir? Je vais essayer de rebondir, mais c'est pas facile à mon âge. Alors, s'agissant de la protection substantielle, c'est vrai que, d'abord, le mécanisme qui figure dans l'accord multipartite entre les différents, je crois qu'il y a 3 États de l'Union européenne qui ne l'ont pas ratifié ou qui n'ont pas accepté, mais pour les autres, ce mécanisme me paraît pas du tout équivalent à la protection dont un investisseur peut bénéficier au terme d'un traité de protection des investissements. Donc, c'est espèce de médiation. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ça a été mis en œuvre. Voilà, c'est vraiment pas du tout l'équivalent. Donc ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas d'équivalent dans ce traité. Après, dans le droit de l'Union européenne, bon, il y a le traitement national. Le traitement national qu'on trouve dans les TBI, effectivement, dans le droit de l'Union européenne, il figure, la non-discrimination par la nationalité. Donc ça, c'est à peu près équivalent, effectivement, enfin même tout à fait équivalent. En revanche, pour le reste, notamment effectivement l'expropriation, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Arnaud de Nanteuil, il n'y a pas d'équivalent droit de l'Union européenne, et puis il n'y a pas cette logique d'indemnisation. Et ce que je voudrais dire au-delà de cela, c'est que ce qui me frappe aussi dans la construction par la Cour de justice de sa jurisprudence, c'est quand même un grand mépris pour le droit international public. Alors moi, je suis professeur de droit privé, donc ça ne me pose pas de difficulté, mais je trouve qu'il y a quand même un grand mépris pour le droit international public. Dans le sens où, d'abord, la jurisprudence elle-même, quand même, et on nous a parlé tout à l'heure de Kelsen, de la hiérarchie des normes et tout, bon, soit, mais enfin, quand même, un traité bilatéral de protection des investissements, ça a la même valeur hiérarchique que les traités fondamentaux européens. Donc on peut dire que la construction européenne repose sur la pyramide des normes, mais en réalité, cette jurisprudence, elle méprise complètement cette idée de hiérarchie des normes, puisqu'elle place les conventions européennes, les traités européens, au-dessus de ces traités. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si on prend la charte de l'énergie et l'arrêt Comstroy, quand même, comme vous l'avez indiqué, la charte de l'énergie, l'Union européenne est partie à ce traité. La Cour de justice se prononce sur un contentieux qui est quand même quasiment, mis à part le siège du tribunal, extra, mais Emmanuel Gaillard n'est plus là pour nous le dire, mais enfin le siège du tribunal, c'est pas grand-chose, qui est quand même totalement extra-européen, avec un État tiers, un investisseur d'un État tiers, et la Cour de justice se prononce sur l'interprétation du traité pour ces deux parties. Je trouve ça, j'allais dire saugrenu, mais c'est pas assez fort. Et si vous prenez maintenant l'affaire Mikula, donc la dernière, alors moi j'ai jamais été le conseil de Mikula, je vous ai dit qu'il fallait se dévoiler. Je l'ai eu au téléphone un des deux frères pendant 1h30, ça m'a donné le sentiment qu'effectivement l'avoir comme client pendant 10 ans, ça doit pas être simple. Mais voilà. Mais je dois dire que quand même, les termes qui sont utilisés par la Cour de justice sur le fait qu'il y a une prétendue violation du TBI, c'est une expression qui est utilisée plusieurs fois dans cet arrêt Mikula de la Cour de justice, me paraissent quand même assez incroyables, parce qu'il y a eu une violation du TBI, en tout cas
c'est ce qu'ont dit les arbitres, ces arbitres dont la compétence était fondée sur ce traité. Et donc, je suis frappé par ce mépris pour le droit international public. Je sais qu'on est filmé, mais je retiens et je redis à nouveau ce terme. On peut couper, hein. Non, je n'ai pas de difficulté avec ça. Mais en revanche, si on fait un peu de prospective, et avec ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est sans doute plus grave effectivement que évidemment, cette jurisprudence, mais vous savez peut-être qu'il y a un projet de loi devant la Douma d'expropriation des actifs détenus par des investisseurs d'États étrangers réputés hostiles pour la Fédération de Russie, c'est-à-dire notamment tous les États européens, tous les investisseurs européens sont susceptibles d'être à terme expropriés en Russie lorsqu'ils détiennent plus de 25% d'un actif en Russie. Et là, on va voir, et peut-être même la Cour de justice va s'en rendre compte, la portée possible du droit international public, de la protection de l'investisseur qui l'organise et des mécanismes de protection des investissements tels qu'ils figurent dans les traités. Merci beaucoup. Comme on est un peu court sur le temps, on va passer à la question 3. Et du coup, vu que là, on parlait vraiment du droit substantiel des investissements et de l'avenir de ce droit, maintenant, nous aimerions bien parler de l'avenir en termes de règlement des différends. Comment est-ce qu'on pourrait racheter cette invalidité ? Est-ce que c'est toujours possible d'avoir recours à l'arbitrage dans l'espace intra-européen ? Il me semble notamment, M. Jourdan-Marquez, que vous avez écrit qu'après Comstroy, Londres rit et Paris pleure. Donc, est-ce que pour vous, la solution, c'est de déplacer le siège de l'arbitrage hors de l'Union européenne ? Genève rit aussi. Ah oui, Genève rit aussi, Singapour, beaucoup d'États rient. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Effectivement, c'est d'ailleurs étonnant de lire dans la jurisprudence de la Cour de justice qu'il suffirait de déplacer le siège de l'arbitrage pour faire disparaître le problème. Donc c'est une première possibilité pour peut-être sauver l'arbitrage, mais en réalité j'y crois assez peu parce que, sauf en réalité, il faudra ensuite aller faire exéquaturer les dites sentences, pas dans l'Union européenne, parce que dans l'Union européenne, on se retrouvera face à un recours qui est exactement identique que celui qu'il est devant le juge de l'annulation, et donc les mêmes arguments pourront être avancés. Donc il faudra aller exéquaturer ces décisions ailleurs. Dans le monde, alors c'est possible, hein, ça se fait. Évidemment, les conditions, notamment d'exécution contre les États, et la question des immunités d'exécution se posera immédiatement. En France, justement, et c'est rigolo, on a durci nos conditions relatives aux immunités d'exécution, notamment sous pression de la Russie. Et là, on va avoir nos investisseurs qui vont se faire exproprier, on va peut-être se mordre les doigts ou changer à nouveau notre législation, justement, pour pouvoir ressaisir les biens russes en France. Enfin, encore une fois, on est face à des situations, et c'est lié à la politique internationale qui évolue tout le temps, et les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui et vice-versa. Mais peut-être que l'une des choses aussi qui pourrait faire évoluer, en tout cas c'est l'instinct que j'ai, notamment dans le cadre du TCE, je crois qu'il y en a déjà au moins une, ce seront des actions, des arbitrages contre l'Union européenne elle-même, parce que elle est partie, parce que ses décisions la lient, et que dans le cadre du traité sur la charte de l'énergie, on peut tout à fait identifier des violations par l'Union européenne de ses engagements, et donc une compétence arbitrale qui est fondée sur le traité et une responsabilité de la part de l'Union. Et peut-être que, en fait, en finissant par taper l'Union européenne elle-même au portefeuille, on parlait d'argent tout à l'heure, c'est peut-être aussi quelque chose qui pourrait la faire évoluer. Comme autre chose qui pourrait la faire évoluer, c'est quand on va se rendre compte au sein de l'Union européenne qu'on aura fait disparaître l'arbitrage, mais que finalement les juridictions locales n'accorderont que des indemnités extrêmement faibles, et quand les investisseurs iront se plaindre à leur propre État, et notamment les gros investisseurs français qui iront voir l'État français pour lui dire « mais attendez, moi je ne peux plus faire de commerce dans l'Union européenne parce que les indemnisations que j'obtiens elles sont absolument ridicules ». Et finalement les États se rendront aussi compte que l'arbitrage, il a été créé, alors certes à l'origine pour peut-être répondre aux problématiques d'États en développement pour lesquels on avait une justice qui n'était pas tout à fait ce qu'elle peut être dans nos États développés, mais on se rend très bien compte quand même très fréquemment que la raison d'État, elle existe aussi dans les décisions des juridictions administratives
Je crois que si on regarde la période, par exemple, du Covid, le Conseil d'État quand même a montré une certaine flexibilité dans l'interprétation des décisions, ou plutôt dans la légalité, dans l'analyse de la légalité des décisions de l'État. Et si je prends un autre exemple, la rupture du contrat de Naval Group et de l'Australie, je pense que si Naval Group va devant les juridictions australiennes, je ne pense pas qu'ils seront très confiants sur leur faculté à obtenir une décision extrêmement favorable. Donc ça, ce sont des choses qui, à mon avis, à terme, pourront entraîner un nouveau mouvement de balancier, parce que si l'arbitrage existe depuis longtemps, c'est pour une raison. Et d'ailleurs, ça ne nous empêchera pas, et je pense que c'est aussi peut-être un travail à faire de la part des arbitragistes, de voir les excès qu'il y a eu et les choses à réformer, mais à un moment donné, on sera peut-être obligé d'y retourner. Merci beaucoup. Et Maître Corom, du coup, qu'est-ce que vous conseilleriez à vos clients qui sont des investisseurs et qui veulent investir dans l'Union européenne ? C'est une bonne question d'investir. Nous, les arbitragistes, on a tendance de penser que sans traité, il n'y a pas de vie. Mais heureusement que les bonnes occasions d'investissement existent, continuent à exister. Je vous rassure, il y a plein d'investisseurs en Europe de l'Est, malgré tout ce qu'on peut dire sur les tribunaux. On a aussi beaucoup d'investisseurs qui, après coup, découvrent qu'en fait, il y avait des traités sur lesquels ils auraient pu ou sur lesquels ils peuvent, mais au moment de la décision d'investir ou non dans un État, ils n'y pensaient pas parce que c'était super lucratif. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est grave, mais ce n'est pas aussi grave si on prend le big picture. La vie continuera, personne ne se détournera complètement de l'Union européenne. On dit beaucoup et souvent il faut structurer, restructurer, etc. les investissements. Je n'y crois pas vraiment. Alors déjà, c'est uniquement pour les très très grands groupes qui ont facilement accès à des filiales à droite à gauche, parce que notamment dans beaucoup d'États, notamment la Suisse, qui pourrait être intéressante, c'est pas aussi facile d'avoir juste une SPV et puis ça suffit pour pouvoir se prétendre investisseur suisse en Europe. Donc je ne sais pas, je suis dubitative, je sais que tous les cabinets d'avocats conseillent ça. À voir. Les contrats aussi restent à voir, étant donné qu'en fait, on ne sait pas où ça en est avec les contrats, parce qu'on sait que le contrat vraiment commercial entre deux parties commerciales, et peut-être même entre une partie commerciale et une société étatique, ça passe. Mais on ne sait pas si un arbitrage commercial passe entre un État, une municipalité, je vous parle des concessions, et une société étrangère. On ne sait pas. Et si on lit PL Holdings, on pourrait se poser la question et potentiellement, je pense que si on devait réinterroger la Cour dans une situation un peu délicate, elle pourrait nous dire que non, ça ne passe pas non plus. Donc difficile, mais je dirais continuer à investir indépendamment de ce qui se passe. Et si je peux juste revenir sur quelques points, effectivement, la Commission, je pense qu'elle n'a jamais avoué qu'il y avait un problème. Je pense que c'était que de la politique, parce qu'il ne faut pas oublier que les États membres, en fait, ne sont pas du tout d'accord pour laisser tomber les TBI, ou en tout cas pas la majorité. Si vous regardez tous les rapports annuels du Conseil depuis 2007-2008, c'est très clair que la majorité des États disent non, on en a besoin, parce que justement le droit européen, ni au niveau des protections substantielles, ni au niveau de la protection procédurale, ni au niveau des indemnités, c'est pas équivalent et c'est pas suffisant surtout pour encourager les investissements qui restent tout à fait très très importants aussi au sein du marché intérieur. C'est ce qu'on a aussi entendu dans le non-paper de 2016 et je suis désolée, c'est ce qu'on entend aussi dans la préambule du fameux traité de 2020. Et je pense que c'est en réponse à ça pour rassurer les États qui, certains ont signé, mais à contre-cœur et qui n'ont toujours pas ratifié d'ailleurs, justement en partie pour ça, qui ont dit mais vous enlevez les traités, vous proposez rien, vous dites oui peut-être machin, ça suffit pas. Et donc pour moi c'est pour ça que la Commission a lancé donc la consultation qui a pris fin. Il y a eu une conclusion à cette consultation qui était il faut faire quelque chose. La Commission a promis de faire quelque chose au plus tard juin 2021. On est bientôt juin 2022. On n'a rien vu se faire. Ok, il y a eu le Covid, aujourd'hui on a d'autres préoccupations, mais il y aura toujours une excuse et je pense que voilà, c'est un problème. En même temps, donc ça c'est côté commission, mais côté État, je pense très clairement, ça on voit vraiment dans toutes les communications et aussi les réservations, je vous invite de les lire, qui sont déposées pour ce traité de 2020, on le voit. Et après on voit aussi les investisseurs, et peut-être je terminerai sur ça, qui depuis 2011
avec l'aide de la CCI, avec l'aide de Business Europe, de tout le monde, effectivement parle à le gouvernement, parle à la commission, mais bon, c'est difficile, qui demande des protections substantielles, procédurales, et des indemnités. Et que ça peut changer parce qu'aujourd'hui aussi en Europe de l'Est, finalement, il y a des États qui, jusqu'à maintenant, ils devaient défendre tous ces arbitrages, mais aujourd'hui, on a des États dont les économies sont devenues suffisamment fortes pour justement avoir des héros nationaux, donc des sociétés nationales qui sont suffisamment puissantes pour aller à l'étranger et investir pas 1 euro, pas 2 euros, mais beaucoup d'argent dans les pays voisins et qui se trouvent tout à fait démunis, comme une société française devant, j'en sais rien, des juridictions croates, par exemple, qu'une société hongroise. Et donc aussi en Europe de l'Est, la mentalité commence à changer. On n'est plus uniquement un État respondent dans ces arbitrages, mais aussi on est un État hôte, des sociétés qui ont des intérêts et on se doit les protéger et créer ou recréer le cadre juridique pour cela. Merci beaucoup. Et vous, Maître Keshmar, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients aussi Moi, je vais être rapide. Je suis un avocat de mauvaise foi, donc je vais leur dire d'essayer de passer par les filiales hors Europe. Ça me semble le plus sûr. Après, évidemment, c'est pour les grosses sociétés s'ils ont des filiales qui sont des vraies filiales avec une vraie activité, etc. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est ici que s'achèvent nos questions. Est-ce que peut-être, Madame la professeure, vous voulez conclure en quelques mots le colloque ? Non, juste pour remercier les intervenants parce que c'était passionnant et c'est intéressant de vous voir tous avec la diversité des points de vue sur ces questions. Je voulais juste dire quelque chose sur l'arbitrage parce que effectivement, c'est pas, on peut critiquer l'arbitrage à l'évidence. Néanmoins, sur ces questions-là et dans ces domaines-là, quand il y a des États, des personnes publiques qui sont en cause, c'est encore ce qu'on a trouvé comme moins mauvais système juridictionnel, compte tenu de la nécessité d'une impartialité. Et si l'arbitrage n'est pas possible, il y a beaucoup d'affaires qui ne se feront pas. Et l'État français l'avait bien compris, mais il y a bien longtemps de ça. En 1986, quand Walt Disney devait s'installer en France et installer le parc Euro Disney, en réalité... si les Américains n'avaient pas obtenu la possibilité d'insérer dans le contrat une convention d'arbitrage, il n'y aurait pas de Euro Disney en France. Donc voilà, ça laisse méditer. Et pourtant, c'était le Conseil d'État. Nous sommes dans un État de droit dont personne ne niera qu'il s'agit d'un État de droit. Donc, à l'extérieur, effectivement, on aimerait pouvoir avoir les mêmes garanties. Et voilà, c'est l'évidence. Voilà, merci à tous. Merci Jeanne et bravo à tous. Merci beaucoup. Wow.